Merci pour cette deuxième table ronde de l'après-midi. Quelques chiffres pour continuer dans de ce que nous venons d'évoquer sur cette première table ronde cyber. Un marché de 1 000 milliards de dollars dans le monde, 10 milliards rien qu'en France, une rentabilité de 200 à 500%, avec un risque proche de zéro. C'est pas surprenant que beaucoup de personnes plus ou moins bien intentionnées investissent dans la cybercriminalité. Depuis le temps qu'on entend parler de déni de service, de ransomware, de phishing, n'y a-t-il aucune action de menée pour endiguer ces phénomènes criminels? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde de Philippe Dumais, Data Protection chez Thales, Guillaume Goury, Philippe, merci. Guillaume Goury, vice-président du Club informatique Provence-Méditerranée. Jean-Marc Grémy, président du CLUSIF. Kevin Edon, délégué à la sécurité numérique Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse pour l'Agence nationale des systèmes d'information, de la sécurité des systèmes d'information. Et Jean Laroumet, vice-président du CLUSIR PACA. Merci, messieurs, d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Kevin Edon, en votre qualité de délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI, plantons le décor tout de suite. Quel retour d'expérience et quelle analyse faites-vous des menaces du moment? Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Kevin Edon, je suis l'un des 2 délégués représentant l'ANSSI sur la région PACA et Corse. En quelques secondes, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Nous sommes un service du Premier ministre d'environ 600 agents et nous sommes l'autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Alors je pense qu'on a un sens du timing qui est juste magique, puisque ce matin, l'ANSSI a rendu public son analyse de la menace sur l'année 2021. Et donc nous avons partagé ce que nous avons pu observer durant l'année. Et donc je peux vous en partager quelques enseignements. Donc, premier point que l'on peut partager sur ce que nous avons observé l'an dernier, c'est l'évolution de nos adversaires, finalement, les attaquants au sens malveillant du terme, qui ont continué de se professionnaliser, de se spécialiser, et qui ont un impact encore plus efficace que ce qu'ils avaient avant. Lorsque je parle de spécialisation, ce qu'on observe, c'est qu'on a vraiment aujourd'hui cette logique presque industrialisée, où vous avez des attaquants qui sont experts pour faire de la reconnaissance, d'autres qui vont développer les logiciels qui serviront à pénétrer le système d'information des cibles. Donc on a notamment du ransomware as a service maintenant, qui existe de manière à pouvoir permettre à d'autres qui ont moins de compétences d'exploiter. Vous allez avoir des gens qui vont rentrer dans le système d'information, mais une fois qu'ils seront entrés, ils vont vendre cet accès-là à d'autres qui, eux, vont après mener leurs activités au sein du système d'information compromis. Donc on a vraiment cette spécialisation qui a eu lieu et donc finalement une filière industrielle de la cyberattaque qui s'est mise en place, avec aussi une expertise et une manière d'agir de ces criminels qui commencent à avoir une certaine porosité entre ceux qui sont plutôt de nature criminelle, donc qui cherchent essentiellement le profit, et ceux qui sont sur des modes opératoires qu'on a tendance à rapprocher de gouvernements étrangers. Et donc on observe notamment chez les criminels cette capacité à reconnaître de manière beaucoup plus longue dans le temps le panorama et l'exposition de la future victime, et une attaque qui n'est plus juste une intrusion suivie d'un effet explosif, mais bien qui peut prendre un peu de temps pour que justement l'attaquant puisse bien voir ce qu'il y a dans le système d'information, et éventuellement d'ailleurs pivoter pour identifier des sujets qu'il n'avait pas au départ reconnus et qui lui serviront, qu'il pourra revendre de manière lucrative. Cette professionnalisation, on l'observe, nous, de manière très factuelle, puisque lorsqu'on regarde les intrusions avérées sur les systèmes d'information qui ont été portées à la connaissance de l'ANSSI ou détectées par l'ANSSI, en 2021, on est sur plus 40% d'intrusions avérées par rapport à l'année précédente. Alors attention, à chaque fois que je partagerai des statistiques, c'est toujours une vision qu'a l'ANSSI dans son activité. Ça ne sera jamais une vision nationale exhaustive. Mais je serais ravi si quelqu'un arrive à la fournir. Je ne crois pas qu'on l'aura. Donc en tout cas, sur ce que l'on fait, nous, de manière ciblée, ou ce que l'on entend parce que d'autres nous le rapportent, on a aujourd'hui cette vision de plus de 40%. Et donc des gens qui, finalement, on est dans un cercle vicieux. Ils ont plus de moyens parce que, finalement, ils cumulent de beaux bénéfices lors de leur cyberattaque, malheureusement. Et donc, ils continuent de devenir meilleurs. Et en devenant meilleurs, ils arrivent à exploiter ces éléments-là pour gagner encore plus de bénéfices. Donc ça, on l'observe vraiment, et avec cette porosité
entre milieux criminels et modes opératoires plutôt liés à des gouvernements. Deuxième point d'attention, lorsqu'on regarde les menaces elles-mêmes, on va commencer par le plus généraliste finalement aujourd'hui, ou le plus généralisé, ce sont les rançongiciels. Au niveau de l'agence, et encore une fois juste sous le prisme de l'agence, on observe à peu près le même nombre d'attaques que l'année précédente, qui avait largement augmenté par contre l'année précédente. C'est à peu près stable. On observe aussi une certaine stabilité sur la part de ces attaques qui toucheraient des établissements hospitaliers, établissements de santé. On observe aussi une certaine stabilité sur les collectivités territoriales, mais cette stabilité, elle doit rester inquiétante, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, une attaque sur 5, 20% des attaques qui ont été signalées à l'ANSSI sur des rançongiciels touchent des collectivités territoriales. Donc on est clairement au cœur de la cible, d'autant plus que, je le rappelle, une collectivité territoriale n'est pas obligée de signaler une attaque qu'elle subirait à l'ANSSI. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas sur la totalité des attaques. Et puis, nous avons également, et là c'est pour le coup c'est un changement et un pivot majeur, je pense qu'il faut garder à l'esprit, c'est que là où les TPE, PME, ETI représentent à peu près 30% l'an dernier des attaques qui étaient partagées, connues de l'ANSSI sur les rançongiciels, on est aujourd'hui à plus de 52%. Donc l'argument qui est de dire « moi je suis trop petit », ça ne les intéressera pas. On savait déjà qu'il fallait le battre en brèche, on le confirme par les chiffres aujourd'hui. Donc deuxième constat sur les rançongiciels, c'est effectivement les collectivités territoriales et les TPE, PME, ETI qui sont encore au cœur de la cible. Juste que cela ne nous fasse pas oublier d'autres sujets. L'espionnage. Lorsqu'on parle d'opérations de cyberdéfense, donc là où le moment où l'ANSSI va vraiment engager des moyens, on a l'opération de cyberdéfense et la crise, c'est vraiment le haut du spectre pour nous. Sur l'an dernier, l'essentiel des opérations de cyberdéfense engagées par l'ANSSI concerne de l'espionnage et concerne pour le coup des modes opératoires qu'on a tendance à rattacher à des gouvernements étrangers, d'accord, soit par du support, soit par des agences directes. Donc c'est l'essentiel de nos actions en termes d'opérations de cyberdéfense, donc ça reste une menace importante. Et enfin, sur ce spectre, on continue de parler de sabotage informatique d'infrastructures critiques. Sabotage informatique d'infrastructures critiques, ce que l'on observe, c'est que les groupes plutôt criminels ont tendance à en être sortis, et c'est une bonne nouvelle. On pense que les actions qui ont été menées, on parlait tout à l'heure d'impunité, cette impunité est quand même en train de changer de camp. Là, pour le coup, ça commence à taper. Il y a de la coopération internationale, il y a des démantèlements de réseaux, il y a des arrestations, notamment suite à des attaques sur des infrastructures critiques. Et donc, les groupes criminels commencent à s'en éloigner. Par contre, on continue d'imaginer que c'est possible, ou plus que possible, par des modes opératoires liés à des États étrangers, et notamment les entreprises françaises qui ont une présence à l'étranger doivent effectivement réfléchir au fait qu'elles puissent être des victimes collatérales en cas de sabotage sur des infrastructures critiques. Donc ça, c'est la vision sur la menace. Peut-être juste un dernier point avant de passer la balle. Un point sur la manière dont la menace se concrétise. Deux grands axes. Un axe sur les vulnérabilités informatiques, comme jamais, vraiment comme jamais. Et d'ailleurs, l'ANSSI a publié un top 10 des vulnérabilités exploitées sur l'année 2021. Si vous avez la moindre responsabilité dans une équipe informatique ou si vous pensez qu'il faut protéger votre entreprise, je vous invite vraiment à aller regarder ce top 10. Si vous ne les avez pas encore patchées, ces vulnérabilités, jetez-vous dessus parce qu'il y en a certaines, je ne donnerai pas le nom, mais si vous voulez envoyer des mails et que vous avez un opérateur américain, je peux vous assurer que celles-là, elles sont quand même très très largement exploitées aujourd'hui. Donc ça vaut le coup de les corriger. Les correctifs existent, donc il faut corriger. Le deuxième point, c'est l'extension des usages numériques a entraîné notamment une génération du cloud qui est rarement bien paramétrée, qui est souvent mal paramétré, pour le dire autrement. Et donc là aussi, on a des vrais sujets sur la sécurisation des comptes administrateurs, des autres comptes, et sur la capacité à éviter les mouvements latéraux, c'est-à-dire qu'une fois que je suis dans votre système d'information, comment j'arrive à me déplacer d'un endroit à un autre. Et là, on est vraiment sur des modes opératoires très fréquemment exploités aujourd'hui. Ça donne presque une bonne nouvelle. Ça veut dire que si vous faites attention à ces sujets-là, je vous inviterai à regarder le panorama des menaces tel que l'ANSSI l'a publié ce matin. Vous avez des conseils très ciblés et non pas une liste exhaustive de mesures, mais des conseils très ciblés qui vous permettent de vous dire, finalement, face à ces modes opératoires, si je travaille là-dessus, je vais déjà bien me protéger. Donc ça, c'est presque la bonne nouvelle sur un panorama qui, lui, a quand même confirmé des acteurs de plus en plus efficaces, une menace qui touche les collectivités territoriales, les PME, ETI, et le fait qu'il faut absolument travailler sur ces vulnérabilités. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. Merci Kevin. Là, nous avons eu la voix de l'État, la voix du représentant officiel, mais et là je m'adresse à vous, Jean-Marc Grémy, en tant que président du CUSIF. Est-ce que vous partagez l'analyse de l'ANSSI? Alors vous allez me dire oui, pour ne pas vous fâcher avec lui, mais pour aller un petit peu plus loin.
Non, alors merci. Déjà, merci de votre invitation et bonjour à toutes et tous. Le Clusif, en deux mots rapidement, hein, c'est donc une association qui a 30 ans aujourd'hui, qui fédère les associations, pardon, pas des associations, mais des entreprises à la fois offreuses et utilisatrices de la sécurité de l'information, cybersécurité aujourd'hui. On partage forcément la vision de l'ANSSI pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait longtemps qu'on travaille avec l'agence. Nous-mêmes, le Clusif fait depuis 22 ans un panorama de la cybercriminalité. Alors, on n'a pas de chiffres à annoncer parce qu'on travaille sur des sources ouvertes, on travaille avec l'agence, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, avec certaines agences françaises que je ne peux pas citer ici, mais qui nous donnent une vision un peu précise de cette menace. Et bien sûr, on s'inscrit complètement dans ce que vient de dire Kevin et dans le rapport de l'ANSSI qui a été publié, rendu public aujourd'hui. On s'inscrit complètement là-dedans. Moi, je suis plutôt ici représentant non pas de la cyberdéfense, mais plutôt de la cybervictime, si je puis dire. Alors, je ne vais pas positionner mes adhérents, qui soient en métropole ou dans les territoires d'outre-mer, comme étant des victimes. C'est pas ce que je veux dire ici, mais on est plutôt à faire le constat qu'effectivement, comme l'évoquait Kevin, que les attaques sont de plus en plus ciblées, que nos attaquants sont, alors pour certains, tapent un petit peu tous azimuts et ne savent pas trop où ils vont. On a eu le cas dans des collectivités territoriales, effectivement, ou hospitalières, où l'attaque n'était pas finalement ciblée vers un hôpital, mais s'est retrouvée sur un hôpital. Il ne faut pas prêter non plus une grande intelligence aux cyberattaquants. Il y a des cyberguerriers, certes, il y a des étapes pour ça dans beaucoup de cas de figure derrière, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément d'une grande capacité, d'une grande intelligence. Ils savent manipuler quelques outils. Il y a une économie, il y a effectivement une organisation du cybercrime qui existe. C'est vrai que là, on est dans une phase un petit peu particulière aujourd'hui. Le constat que je fais, parce que sans mettre le focus sur ce qui se passe en Europe de l'Est, mais Kevin l'évoquait, il y a eu aussi beaucoup d'arrestations. Le Clusif a mis en évidence, mais parce qu'on fait ce travail d'analyse, qu'il y a de plus en plus de coopération, au-delà des frontières françaises, européennes, et même au-delà des frontières de l'Oural, puisqu'il y a alors, en Ukraine, bien sûr, il y a eu beaucoup de groupes cybercriminels qui ont été arrêtés ces derniers mois, mais même au-delà de l'Ukraine, avec la Russie, pourtant, c'est toujours difficile de coopérer. Alors, je ne fais pas de géopolitique ni de politique du tout, hein, bien évidemment, mais en dehors de ce qui se passe en ce moment, mais on a réussi aussi à coopérer un peu pour arriver à mettre fin à certains groupes cybercriminels qui étaient aussi en Russie. Donc, on était plutôt assez confiant de voir cette évolution, comme l'évoquait aujourd'hui Kevin. Mais nous, on est quand même dans une logique dans laquelle le Clusif se positionne, pas dans une cyberdéfense ni dans une logique de cybervictime, mais on essaie d'anticiper un petit peu ces phénomènes. Nos adhérents, ils sont plus de 1100 en métropole, et si j'intègre l'ensemble des Clusirs que représente Jean aujourd'hui, on est près de 3000 adhérents sur l'ensemble du territoire national jusqu'en Nouvelle-Calédonie, et je pars en Guyane dans 15 jours pour inaugurer un nouveau Clusir. Donc on est présent sur tous les territoires, sur tout le territoire national au sens juridique du terme. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de faire travailler nos membres pour qu'ils trouvent eux-mêmes, je dirais, un certain nombre de réponses. L'ANSSI nous apporte beaucoup de réponses à travers ses livrables, ses recommandations, ses guides d'hygiène, participe activement à la réglementation française et même européenne. On parlait de Nice 2, et l'ANSSI est aussi à la manœuvre en Europe, et c'est fort agréable, et tant mieux. Mais nous, on est plutôt dans une logique d'anticipation de ces phénomènes. Et on essaie de faire travailler nos membres, des grandes entreprises, des petites entreprises, des offreurs, des utilisateurs, des RSSI, des DSI, pour essayer de trouver ensemble des bonnes pratiques et les mettre en lumière dans des documents qu'on va livrer pour que nos adhérents et que la communauté puisse s'en saisir et puisse lutter avec des bonnes pratiques, hein, ou ce qu'on estime être des bonnes pratiques. Après, malheureusement, c'est toujours un petit peu la distance qui sépare le glaive du bouclier. On est malheureusement toujours un peu à courir après le cybercriminel. Il y a toujours une petite longueur d'avance, même si la coopération à la fois au sein des associations en France avec les autorités, et je salue d'ailleurs l'arrivée du campus cyber dont vous avez sans doute entendu parler aujourd'hui sur la région parisienne, mais qui va encore avoir un rayonnement national, permettra de renforcer cette coopération entre l'ensemble des acteurs de la cybersécurité. Et d'ailleurs, je voulais vous féliciter pour votre table ronde précédente sur la sécurité physique et la sécurité logique, parce qu'on considère, nous, au Clusif, depuis très longtemps, qu'il doit y avoir un continuum entre sécurité physique et sécurité logique. Il n'y a pas de distance. Alors c'est vrai que dans une entreprise, comme ça a été dit, il y a malheureusement souvent deux personnes qui s'occupent de chacun de son territoire, et qu'il n'y a pas forcément toujours de coordination. Mais on voit quand même, grâce à la réglementation en particulier, aux exigences réglementaires dans le domaine de la sécurité physique, que les deux commencent à se rapprocher l'un de l'autre.
Et le salon est fait pour ça, hein, vous avez vu, Et je vous remercie. Oui, oui, non, physique au rez-de-chaussée, numérique à l'étage, et c'est véritablement pour marier les deux mondes. Vous considérez Occlusif comme, comment dirais-je, en parallèle de l'ANSSI ou... Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, et c'est assumé, hein, donc je suis président de l'association, donc je prends cette responsabilité. J'ai l'habitude de dire que ce que l'ANSSI n'apporte pas, l'Occlusif doit l'apporter. Alors, c'est pas une phase, c'est pas une opposition vis-à-vis de... Non, non, pas du tout. C'est pas une phase d'opposition vis-à-vis de l'agence. L'agence, elle a, comme le disait Kevin, il y a Il remonte les manches. Il y a 600, non, elle a 600 agents, des gens brillants dans les territoires, dont Kevin est un des fiers représentants, mais elle ne peut pas tout faire. Hein. Moi, je suis assez partisan de me dire que l'État ne peut pas tout, à titre personnel en tant que citoyen, en tant que président d'une association, et donc ce que l'ANSSI ne peut pas apporter parce qu'elle est limitée en capacité, en compétences et en moyens, ben c'est au tissu de la société civile de prendre sa part du travail. Alors, je vais être un tout petit peu prétentieux, mais c'est pas grave, c'est assumé. L'Occlusif, on existe depuis 1992. Donc il n'y a personne en 1992 à l'époque, à part nous, qui avions déjà commencé à réfléchir à cette situation de comment gérer la sinistralité informatique. D'ailleurs, on est né de la volonté des assureurs de traiter cette problématique de sinistralité informatique. L'ANSSI est arrivée un peu après nous, mais elle fait un travail remarquable, entre guillemets. Mais donc, du coup, on a bien cette articulation avec les services de l'État. On travaille avec le ministère de l'Intérieur, avec l'agence qui est adhérent du CLUSIF. Elle participe à nos travaux. On fait tous les 2 ans un exercice de cybercrise, par exemple. Cet exercice est réalisé à la fois avec le bureau de gestion de crise de l'ANSSI et puis les CLUSIR dans les régions. On l'a fait avec l'île de la Réunion, on l'a fait avec Bordeaux, on l'a fait avec le CLUSIR Rhône-Alpes l'année dernière, on le fera avec le CLUSIR PACA, je suis sûr, à un moment ou à un autre. Donc on est dans cette logique de complémentarité. Et le tissu associatif, parce que je parle pour le CLUSIF, mais je vais parler pour tous mes confrères d'association, on est plutôt dans cette logique de complémentarité, de faire ce travail, d'être non pas le relais, mais on peut être le relais, puis on peut exprimer régulièrement, on l'a fait, nos positions et nos postures, quand on n'était pas forcément toujours en phase avec les orientations qui pouvaient être prises. Guillaume, qui est à côté, nous en parlera tout à l'heure, hein, mais je vais d'abord poser une question à Jean, on va continuer dans la logique. Oui, Guillaume, si tu veux bien. C'est l'évolution et la menace du contexte qui ont été évoquées à la fois par Kevin et par Jean-Marc. Est-ce que ça doit conduire à repenser notre approche des cyber-risques aujourd'hui, Jean? Ben oui, tout à fait. Je pense qu'il faut le faire. En tout cas, il faut que... Peut-être que les personnes dans la salle ont déjà repensé cette approche-là, mais sur le territoire, et je pense qu'il y a un vrai travail à mener. Donc, je ne vais pas représenter le CLUSIR, puisqu'on est la représentation territoriale, quelque part indirectement, du CLUSIF, qui a été brillamment présenté. Quelques chiffres, peut-être juste avant de démarrer, parce qu'il y a eu quelques chiffres, mais moi j'en avais noté quelques-uns en complément. C'est toujours intéressant quand même. Ça a été repris d'ailleurs par le général Boget la semaine dernière. C'est la cybercriminalité dans le monde, c'est plus de 10 milliards de dollars. C'est plus que le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes cumulés quand même. Donc on est sur un secteur d'activité, presque maintenant, qui est ultra critique, ultra professionnalisé. Et puis, si les attaquants, ils sont très opportunistes, ils attaquent des hôpitaux, c'est parce qu'a priori, ils pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent avec les hôpitaux. Pourquoi ils peuvent gagner de l'argent avec les hôpitaux? Parce que les hôpitaux, ils ont aussi beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si moi, je subis une attaque par ransomware et qu'on me demande une rançon, si on me demande une rançon de 50 000 € ou de 50 000 $, je ne pourrais pas la payer. On va me la demander. Et donc, ils vont proportionner quelque part le prix de la rançon à ce que je suis capable de payer. Donc, 500 $, 500 €, potentiellement, je suis capable de la payer si je veux sauver un certain nombre de données. L'hôpital, eux, on peut taper sur donc, quelque part, c'est professionnalisé en termes Kevin l'a dit, d'entreprise, mais d'adresse commerciale aussi, quelque part. Les hôpitaux ne sont pas ciblés pour rien. Les collectivités territoriales ne sont pas ciblées pour rien. C'est parce qu'elles sont capables, quelque part, de payer des rançons comme ça. Et puis, peut-être qu'elles ont un niveau de sécurité qui doit être amélioré aussi. Et donc, j'en reviens à la question, il y a une vraie problématique de prise de conscience. C'est-à-dire que quand on regarde les menaces, déjà tout le monde ne connaît pas les menaces, il faut en parler. On est dans un contexte géopolitique, sans faire de la politique et de la géopolitique, mais assez tendu en termes de cybermenaces et cyberattaques, avec des attaques de type déni de service pour faire tomber des infrastructures sensibles. On a des entreprises françaises, l'ANSSI ne peut pas communiquer là-dessus, mais nous on a des clients qui nous disent on ne peut pas trop travailler avec vous en ce moment parce que on est, je dirais, assaillis. Donc que ce soit des industriels de défense comme dans le domaine de la finance, parce qu'on a fait beaucoup
réaction, de contre-réaction vis-à-vis de la Russie économique et financière. Et du coup, le secteur financier, en contrepartie, subit aussi quelques agressions, on va dire. Donc il y a vraiment besoin d'abord de travailler la menace. Et puis Kevin l'a dit aussi, c'est regarder les vulnérabilités. Parce qu'une menace, quand on monte l'équation d'un risque, et j'y reviendrai tout à l'heure, la menace, elle exploite une vulnérabilité. Hein, si je laisse la porte ouverte, on rentre par la porte qui est ouverte. On ne va pas forcer la fenêtre qui est derrière. Les vulnérabilités, en règle générale, en 2020, il fallait 207 jours pour corriger une vulnérabilité qui était connue. Tu l'as plus ou moins dit, Kevin, c'est que dans le top 10, il y a plein de vulnérabilités, mais la majeure partie, elles ne sont pas corrigées. Et donc, du coup, il faut 207 jours pour la corriger, alors que ça fait 207 jours qu'on sait qu'elle existe. Ça fait 207 jours que ma porte est ouverte et qu'elle est ouverte, ma maison est ouverte aux 4 vents. Donc il y a un vrai besoin d'une prise de conscience, tant sur la connaissance quelque part de la menace, et il y a des experts pour ça, la connaissance des vulnérabilités de son système, et puis de ce qui peut se passer, menace, vulnérabilité, et après, qu'est-ce qui peut se passer, hein? Si c'est une collectivité qui est attaquée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça coûte en termes de ressources humaines, en termes d'impact. On a déjà fait des tables rondes sur ces sujets, en termes d'impact psychologique, en termes de perte de temps, en termes de productivité et en termes de perte financière. Moi, ce à quoi je suis arrivé en termes de conviction, ça fait 20 ans, je vois des personnes avec lesquelles je travaille, j'ai travaillé pendant 20 ans, on a travaillé ensemble, on a fait de l'analyse de risque cyber, c'était du jaune, orange, vert, rouge. Et quand c'est rouge, a priori, c'est grave. Mais quand c'est rouge, que c'est grave, mais que ça m'est jamais arrivé, que ça n'est jamais arrivé à quelqu'un d'autre, je me dis, ça ne va pas m'arriver. Si c'est rouge et que ça peut me coûter 20 millions d'euros, je vais quand même regarder. Donc il y a une vraie nécessité d'avoir une connaissance de la menace, une connaissance de la vulnérabilité, mais aussi avoir une connaissance des impacts, et notamment des impacts financiers. Parce que c'est ce que je dis, et je répète, et rendons à César ce qui appartient à César, je répète quelque chose qu'a dit Kevin à une dernière table ronde où on avait participé, c'est que le risque cyber, en réalité, il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est un risque métier. C'est un risque métier qui nous intéresse. Quand une infrastructure ukrainienne est attaquée par les Russes, ce n'est pas un risque cyber. C'est un vrai problème pour des centaines de milliers de citoyens qui n'ont plus d'électricité. Donc c'est un risque métier et quelque part, on peut le financiariser, ce risque. Donc on peut parler de risque d'origine cyber, mais plutôt de risque métier et du coup de financiarisation du risque. Et il faut qu'on travaille tous collectivement à essayer d'estimer ensemble ce que ça nous coûte. Parce qu'à partir du moment qu'on va mieux mesurer ce que ça nous coûte, on va mieux prendre conscience de la nécessité de faire quelque chose. Et donc, on ne va pas attendre 207 jours pour corriger une vulnérabilité. Et on va proportionner aussi les mesures de protection, qu'elles soient d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord, physiques ou logiques, pour réduire le risque à un niveau qui devient acceptable, notamment en termes de pertes financières et de vraisemblance d'occurrence. Philippe Dumay, là, Jean Laroumé vient de nous dire que, là, en dernier, que l'approche par les risques traditionnels, hein, vert, jaune, rouge, orange, la grille de criticité, quoi, doit évoluer. Selon vous, comment cela se traduit en pratique ? Bonjour, merci pour cette opportunité. Donc, pour ma part, Philippe Dumay, à Thales, dans la branche en tant qu'éditeur pour la partie cyber et la partie data protection. Nous, ce qu'on a constaté en termes de tendance aujourd'hui, c'est que à cause du Covid, mais c'était déjà une tendance de fond, énormément de sociétés et de plus en plus de PME sont en train de migrer dans le cloud pour des solutions type Microsoft Office 365, Google Suite, Salesforce, etc. Et donc, le premier point, effectivement, c'est ce qu'on a pu constater, c'est que la sécurité, comme on pouvait la concevoir anciennement, c'est-à-dire la sécurité périphérique, où j'ai mon infrastructure que je considère comme sécurisée et l'extérieur que je considère comme n'étant pas sécurisé, ça ne fonctionne plus. Puisque en fait, à cause de ces migrations dans le cloud, les surfaces d'attaque ont explosé. Donc maintenant, en fait, les attaquants, comme vous l'avez dit, ils peuvent être n'importe où derrière leur PC et ils vont attaquer les points d'entrée sur Microsoft, sur Google, etc. Et donc maintenant, en fait, il n'y a plus cette notion de intérieur-extérieur. Et systématiquement, quand quelqu'un cherche à accéder à une ressource, il faut systématiquement se dire, est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce qu'elle a le droit d'accéder à ces ressources ? Est-ce que contextuellement, elle peut le faire ? Et en permanence, il faut faire ça. Donc, le premier point,
c'est évidemment, et on voit encore malheureusement plein de sociétés qui continuent à utiliser des mots de passe pour se loguer sur ces différentes applications. Ça paraît étonnant, mais pourtant, on a encore énormément de sociétés qui continuent à utiliser des mots de passe et on sait que ça vaut rien. Donc on a vu énormément d'attaques se passer, d'attaques sociales par exemple, de gens qui sont arrivés à casser des comptes sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, et immédiatement derrière, les comptes professionnels et les comptes personnels bancaires de ces gens-là étaient attaqués. Pourquoi ? Parce que vous avez des êtres humains derrière. Et donc tous, si on doit gérer 10, 20, 30 mots de passe, c'est ou le syndrome du post-it, classique, avec des mots de passe différents, ou vous allez utiliser plus ou moins le même mot de passe. Et donc quand les attaquants sont arrivés à rentrer à extraire votre mot de passe, un de vos mots de passe quelque part, ils vont se douter que vous allez ou utiliser le même ou utiliser la même logique. Donc, premier point, clairement, on est dans le salon Access Security, donc arrêtez d'utiliser des mots de passe pour se loguer. C'est vraiment la porte d'entrée à votre système d'information. Cette porte d'entrée doit être déjà la plus costaud possible. Donc, à minima, de l'authentification forte avec du MFA, Multiform Factor. Donc ça, c'est une des premières recommandations basées sur ce qu'on constate. Deuxième point, après, toujours pareil, cette notion d'interne-externe n'existe plus. Et donc, pour se prémunir, et comme vous l'avez décrit, les attaquants peuvent rester dormants à l'intérieur du système longtemps. Donc, ce qu'il faut faire en permanence, c'est identifier vos données critiques. Donc, ça, c'est variable en fonction de votre domaine d'activité. Ça peut être des cartes bancaires, ça peut être des données au sens de la GDPR, ça peut être des données de santé, ça peut être des données de brevets ou d'IP qui sont propres à une société. Donc, identifiez vos données critiques et bien évidemment, ces données critiques, chiffrez-les de façon à ce que, même si quelqu'un est arrivé à rentrer dans votre système d'information, en fait, il n'arrivera pas à faire de dégâts puisque vos données critiques, tout ce qui est critique pour vous est chiffré. Donc, chiffrez vos données quand vous les échangez entre différents sites, mais chiffrez aussi vos données là où elles résident. Donc, elles résident dans vos infrastructures, sur vos systèmes de fichiers, sur vos machines virtuelles, dans vos bases de données, mais aussi, puisqu'on utilise de plus en plus tous, même les PME maintenant, d'applications dans le cloud, donc chiffrez vos données quand elles résident dans le cloud. D'autant plus que ces cloud providers, le cloud, ça n'existe pas, ce sont des ressources que vous allez louer à quelqu'un d'autre. Et donc, vous devez, à minima, rester en contrôle de la sécurité de vos données que vous allez déposer dans vos différents clouds. Une des premières recommandations, c'est ne faites pas confiance à ces cloud providers en termes de gérer la sécurité de vos données. Il est de votre responsabilité, même si vous les utilisez, de rester en contrôle de la sécurité de vos données. Donc, le premier point, la première recommandation, à minima, c'est chiffrer vos données chez les cloud providers en gardant les clés, en maîtrisant les clés que vous allez utiliser pour chiffrer vos données. Et si vraiment, donc ça, et c'est en ligne avec les recommandations pour être avec la GDPR et SHREM 2. Premier point. Et si en plus, pour des problématiques d'espionnage industriel ou potentiellement vous ne faites pas confiance aux cloud providers, avant d'uploader quoi que ce soit dans ces différents cloud providers, chiffrez chez vous. De cette façon, même si quelqu'un est dans votre système, que quelqu'un soit dans votre système et ou chez le cloud provider, vos données critiques sont protégées. Voilà en gros les recommandations que Thales préconise. Et dernier point, parce que ça paraît une évidence, mais on voit aussi énormément de sociétés, surtout des petites, qui font aucun backup de leurs données. Et quand elles subissent un ransomware, elles sont scotchées. Donc là aussi, à minima, de façon régulière, faites des backups. Alors là, ça tombe bien, ce dernier point, ça permet aussi de renvoyer sur le salon, puisque sur le salon, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées, qui répondent à toutes les problématiques que vous voulez évoquer. Mais là, je me tourne vers Guillaume Goury, donc vice-président, et même président honoraire d'ailleurs du, du Club Informatique Provence, puisqu'il vient de passer la main après quelques années à la tête de cette belle association. Guillaume Goury, là, au sein de vos adhérents, les contraintes de chiffrement et de sauvegarde qui viennent d'être évoquées par Philippe Dumay, c'est quelque chose qui est évoqué, c'est un sujet au sein des adhérents, des entreprises qui sont avec vous ?
Alors, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc le club informatique, rapidement, le club informatique Provence, on représente à la fois les directeurs des systèmes d'information et tous les partenaires du monde IT au niveau régional. Donc on va quand même de Sofia, Nice, en passant par Avignon, Aix, Marseille. Donc on a une grosse périmétrie, un peu plus de 300 adhérents aujourd'hui. Et donc effectivement, nous, nos adhérents... on rejoint les mêmes problématiques que ceux du CLUSIR et du CLUSIF, puisque on a des adhérents communs. Ça reste des entreprises régionales qui sont aussi impactées par cette cybersécurité en permanence. Donc oui, on retrouve des problématiques de backup, on retrouve beaucoup de problématiques de ransomware, et quel que soit, comme vous le disiez tout à l'heure, quelle que soit la taille de la structure en fait. Et effectivement, les pirates aujourd'hui adaptent leur cybercriminalité en fonction de la taille de l'entreprise. Et donc, effectivement, comme le disait tout à l'heure mon collègue, ça peut être 500 € pour la TPME boulanger du coin, mais qui, s'il ne paye pas, il sera emmerdé parce que sa caisse enregistreuse ne fonctionnera plus, ou des millions d'euros pour des très grosses structures qu'il y a derrière. Donc oui, on retrouve toutes ces problématiques-là. Et au sein de votre club, il y a des prescripteurs, il y a aussi des entreprises qui n'ont pas de lien avec le numérique forcément, mais dont les DSI sont membres du CIP. Comment dirais-je, il y a des interactions, c'est un écosystème qui permet justement à la différence par exemple, je pense du CLUSIR ou du CLUSIF qui sont véritablement spécifiques. Là, vous c'est un mélange d'entreprises différentes. Il y a une interaction au sein de l'écosystème pour... En fait, c'est le but du jeu, c'est ça. C'est dans le club, c'est vraiment du réseautage et de pouvoir discuter avec ses pairs ou d'autres adhérents, même des offreurs, comme il y a, et pour dire, voilà, moi j'ai eu cette problématique ou j'ai ce projet-là, j'ai ma direction qui m'a dit je dois tout sécuriser au maximum, mais j'ai jamais fait, qu'est-ce que je peux faire, vers qui je me tourne, etc. C'est le but justement de ces associations. Et on travaille aussi beaucoup avec toutes les associations de la région, puisque aujourd'hui, ce soir, donc on présente le kit de survie qui a été fait par notre vice-président cybersécurité Frédéric Villanova, que tout le monde connaît, sur la région. Qui va venir juste à la table après. Donc. Donc voilà, et en fait c'est le kit de survie qui a été fait avec toutes les associations du numérique de la région, donc Aix-Marseille. Donc on va retrouver Made in Soft, le CLUSIR, Hack in Provence, le pôle SCS, la French Tech. Et ce soir, donc, on fait cette présentation, alors qu'il y a une présentation plus orientée pour les TPE et petites PME, pour commencer, parce qu'on a aussi besoin d'adresser ces types d'entreprises qui, elles-mêmes, sont de plus en plus aujourd'hui confrontées à cette menace cyber, même dans les petites sociétés. Oui, ça c'est bien ce que vous me dites, parce que en fait, compte, ça prépare une des tables rondes que nous ferons demain. C'est sur l'écosystème numérique, de la cyber et du numérique en région PACA. Et je crois d'ailleurs que Frédéric Villanova sera pas avec nous à ce moment-là. Il pourra nous dire comment s'est passée cette soirée. Et c'est ça en fait le but, c'est vraiment, on est une région et on travaille tous ensemble dans cette région pour la faire monter en compétences, évoluer et voilà. Tout à l'heure, Jean, vous disiez le diagnostic n'est pas suffisant dans le temps, il faut que le process soit continu. Qu'est-ce que ça sous-entend en matière de traitement pour vous, tout cela ? Il faut on parlait de continuum tout à l'heure, mais peut-être juste, je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a besoin de fédération. Alors on a besoin d'une autorité qui aide et qui énonce un certain nombre de règles, et qui, quelque part, a une vocation un peu à réguler les choses. Et puis après, on a, dans la cybersécurité, il y a des experts qu'on essaie de fédérer au travers, on essaie d'élargir un peu, mais souvent, le CLUSIF, ça s'adresse plutôt aux professionnels de la cybersécurité. Et puis, on a la chance de travailler aussi, justement, avec des clubs où il y a plutôt des informaticiens, des généralistes, des chefs d'entreprise. Parce que le risque cyber n'existe pas, et c'est un risque d'entreprise. Et donc, on a besoin de travailler. La cybersécurité n'est pas que l'affaire des experts. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse l'inculquer en intraveineuse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut former des experts cyber, mais on a surtout besoin que nos esprits soient formés à la cyber. Et qu'un développeur soit formé à la cyber, qu'un chef d'entreprise qui directement ait compris les enjeux de la cyber, et que tout le monde dans l'entreprise ait compris ces enjeux-là, comme on a des enjeux écologiques ou ce genre de choses. Pour en venir à la question, du coup, effectivement, moi, j'ai fait de l'audit pendant des années. C'est bien l'audit, ça permet de savoir où on en est. Le problème de l'audit,
c'est qu'une fois qu'on a rempli, on a vu d'abord ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, on fait un plan d'action, on essaie de résoudre le plan d'action. 2 ans après, on est dans un domaine qui évolue tellement qu'il faudrait presque recommencer. Et quelque part, je pense qu'il faut essayer d'intégrer cette démarche-là dans quelque chose de beaucoup plus continu. Et c'est le processus d'amélioration continue. Je m'améliore dans la durée. Donc si je fais un audit, OK, j'améliore quelque part mon système en appliquant des mesures à court terme, mais j'intègre dans mes processus des mesures ou des règles qui vont me permettre de pérenniser cette mesure dans la durée. Voilà, histoire de, à chaque fois, à chaque étape quelque part d'analyse ou d'audit, que je puisse progresser. Et donc je crois que c'est très très important dans les entreprises que de démontrer cette progression. Il n'y a pas plus frustrant que de faire des choses et de se rendre compte que 2 ans après, ça a servi à rien. Et c'est contre-productif dans le domaine de la cybersécurité parce que c'est déjà difficile de faire prendre conscience de la nécessité de faire quelque chose. Mais si 2 ans après, ce qu'on a fait, ça ne sert plus à grand-chose, ça ne fonctionne pas. Donc on a un vrai besoin, moi c'est un petit peu mon approche, mais c'est ma formation aussi, c'est de mettre en place un système, on appelle ça maintenant des CMS, de Cyber Security Management System, des systèmes de management de la cybersécurité, pour faire en sorte qu'on regarde ce qui ne va pas, on essaie de regarder ce que ça peut nous coûter si jamais ça nous pète à la figure, et qu'est-ce qu'on peut faire. En audit, je commence à améliorer un certain nombre de choses dans mon système d'information. Je regarde les effets bénéfiques ou non en réalité de ce plan d'action et je me reconfronte périodiquement comme ça avec des acteurs qui s'occupent de faire ça, mais en inculquant ça au sein de toute l'entreprise, je pense qu'on doit pouvoir faire des choses. Et donc si on arrive à inculquer ce continuum auprès des experts, auprès des décideurs et aussi auprès de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, on doit pouvoir faire sensiblement monter le niveau de sécurité dans l'entreprise. Mais ça nécessite aussi une responsabilisation de savoir pourquoi on le fait. Et donc, il faut encore une fois revenir à la genèse de la chose. Je le fais parce que c'est bénéfique pour mon entreprise. Et si je ne le fais pas, ben voilà les pertes auxquelles je peux être exposé. Alors, je vois que Kevin veut répondre et participer. Et j'en profiterai, Kevin, aussi pour qu'on rebondisse sur la question qu'avait posée Patrick Lanzafame sur la table ronde précédente, nous parler de SecNumCloud. Ok, c'est du piratage là, d'intégrer SecNumCloud juste maintenant. Juste un point par rapport à ce que disait Jean à l'instant. Clairement, la sécurité informatique n'est pas qu'un sujet d'expert. Et pour donner 2 illustrations par rapport à ça, lorsque l'ANSSI croise les collectivités territoriales, ce qui arrive beaucoup, ce qui est arrivé encore plus l'an dernier, notre interlocuteur, notre interlocutrice, ce n'est pas le responsable informatique. C'est le ou la DGS, c'est le maire ou madame le maire que l'on va croiser et qu'on va discuter. Et en fait, un des messages clés qu'on va leur passer, c'est de dire que finalement, c'est bien le rôle de la gouvernance de gérer ce risque d'origine cyber. Et l'analogie qui marche assez bien, finalement, c'est de dire, aujourd'hui, quand vous avez le plafond d'une école qui menace de s'effondrer, je ne connais pas un seul maire qui va dire « Non, mais c'est le sujet du centre technique, ne me cassez pas les pieds avec ça ». Bien sûr que non. Et bien, lorsque tout le système d'état civil, lorsque la gestion des cimetières, lorsque les inscriptions à la cantine menacent d'être attaquées, ce n'est pas le sujet de l'informaticien, laissez-moi tranquille avec ça non plus. Et en fait, ça passe assez bien, parce qu'une fois qu'on l'a expliqué, qu'on le ramène à quelque chose qu'ils connaissent, ça se comprend. Deuxième point d'illustration par rapport à ce que tu disais, Jean, on discute avec les directeurs et directrices d'établissements d'enseignement. Évidemment, on en discute pour toute la partie formation en cyber, mais une des discussions qu'on a aussi, c'est que ça serait bien d'avoir ce morceau cyber dans toutes les formations, finalement, notamment des futurs cadres, au sens large du terme, que ce soit au niveau du public ou du privé. Parce qu'on revient encore à cette histoire de gouvernance. Et là, le message qu'on essaie de faire passer, un peu du même style que ce que tu disais tout à l'heure sur les risques d'origine cyber, c'est que personne ne doit vouloir être sécurisé. Parce que être sécurisé, ça ne veut absolument rien dire. La question, c'est est-ce que je suis suffisamment sécurisé ? Et suffisamment sécurisé, on tombe pile dans ce que tu disais, Jean, c'est qu'en fait, j'ai compris le risque qui pesait sur moi et je suis arrivé à un niveau, je tends à un niveau où le risque qui reste, le risque résiduel, est acceptable. Il est acceptable soit parce que j'estime que finalement ce qui risque de m'arriver ne me fera pas trop mal, ou il est acceptable parce que aller plus loin dans la couverture de ce risque va me coûter tellement cher que c'est plus intéressant d'y aller. Et là, c'est là-dessus qu'on essaie aussi de faire naître cette conscience-là dans tous les futurs cadres, quels qu'ils soient, quel que soit le niveau de formation, et pas uniquement ceux qui font de la tech ou ceux qui font de la cyber. Ce que je propose sur SecNumCloud, c'est qu'on se garde quand même plutôt le sujet dans les questions, parce que là, j'ai vraiment peur qu'on sabote la table ronde et sa dynamique. Ça te va ?
Eh bien, c'est justement le moment des questions-réponses, à moins que... Je me suis fait avoir là. Eh oui, garde le micro. Quelqu'un veut-il poser une question dans la salle à nos intervenants? Secnum Cloud. Alors j'entendais tout à l'heure de dire qu'il y avait un nouveau référentiel. Je vais nuancer un poil. Ce référentiel Secnum Cloud existe depuis plusieurs années. Par contre, il a été, et la communication date aussi de ce matin, actualisé dans une nouvelle version, suite à un appel d'ailleurs à commentaires, hein, puisque la collectivité, la communauté a été incitée à répondre et à partager par rapport à ça. Donc Secnum Cloud, c'est quoi? C'est un référentiel qui nous sert aujourd'hui dans la qualification que donne l'ANSSI sur certains services liés à l'informatique en nuage, c'est le terme officiel français. Et en fait, l'ANSSI, dans sa politique industrielle, a deux grandes manières de donner un coup de tampon finalement à un produit ou un service. Soit la certification. Donc la certification, ça veut dire qu'un éditeur d'un produit revendique un certain niveau de sécurité. Donc c'est lui qui dit « moi je pense que j'en suis là ». Et des laboratoires qui ont été approuvés par l'ANSSI vont vérifier que ces mesures de sécurité, cette revendication de niveau de sécurité est valide. Et là, on va obtenir ce qu'on appelle des certifications de deux types, soit ce qu'on appelle des critères communs, donc ça c'est en référence avec ce qui se passe à l'étranger aussi, soit des certifications de sécurité de premier niveau. C'est notamment le cas sur certains gestionnaires de mots de passe, sur des logiciels de messagerie ou autres. Donc là, on est sur une logique de dire, vous avez dit que vous étiez sécurisé à ce niveau-là, on est d'accord avec vous. La qualification, c'est un peu différent. La qualification, et certains l'ont mentionné tout à l'heure, alors ils parlaient de certification du coup, mais c'était de la qualification, c'est de dire que l'État accorde sa confiance à un service, à un prestataire, à un produit, pour être notamment employé dans les opérateurs les plus critiques, que ce soit des opérateurs d'importance vitale, des opérateurs de services essentiels. Et donc, effectivement, cette qualification, elle introduit plus que la notion de juste validation technique d'une sécurité. Elle introduit de nombreux autres critères. Et parmi ces qualifications, il y en a une qui s'appelle Secnum Cloud et qui vise à parler des services d'hébergement d'informatique en nuage. Elle existait déjà, elle est réputée particulièrement exigeante, même très exigeante, d'autres diraient plus que ça. Et elle avait un point qui voulait vraiment progresser, il y en a d'autres qui ont été mises à jour, là, mais un point, c'est qu'on a introduit dans ce nouveau référentiel, dans cette nouvelle version du référentiel, le fait de ne pas être soumis à des juridictions extraterritoriales. Et là, vous voyez l'écho à un sujet qui a quand même fait beaucoup de bruit ces derniers temps au niveau du cloud. C'est-à-dire comment éviter qu'un État étranger puisse imposer à un opérateur, même si ses agences sont en France ou en Europe, même si ses services sont hébergés en France, puisse imposer l'accès à des données parce qu'il applique une juridiction extraterritoriale. Et donc ça, maintenant, cela fait partie des référentiels Secnum Cloud. Je n'ai pas pris le temps de revérifier la communication de ce matin, mais de ce que j'ai compris, ceux qui étaient déjà qualifiés Secnum Cloud valident ce critère-là, donc ils gardent leur qualification normalement. Et donc ça, c'est effectivement l'état actuel de la qualification Secnum Cloud. C'est en train d'évoluer, puisque une des personnes qui intervenait tout à l'heure disait que la cible, le bon niveau de maille pour les qualifications et aussi pour les certifications, c'est probablement le niveau européen, avec notamment l'ENISA, qui est l'agence de la sécurité au niveau européen. Et donc l'idée, c'est de contribuer aux travaux qui sont faits au niveau européen pour avoir des certifications, des qualifications, enfin des certifications surtout, qui soient portées au niveau européen. Et il est probable que la qualification Secnum Cloud soit à ce moment-là le niveau top, entre guillemets, de ce qu'il y aura en termes de niveau d'exigence par rapport à la sécurité du cloud. Voilà ce que je pouvais partager avec vous rapidement sur la qualification Secnum Cloud. Écoutez... Peut-être juste peut-être en complément, c'est une question. Mais sinon, il y a en complément, là, je renotais, parce qu'on voit du Secnum Cloud, mais il y a la notion de cyberscore qui vient d'être validée aussi au Sénat, qui a vocation à mettre un score type un peu comme on a les scores énergétiques sur les équipements ménagers, qui doit confirmer sous la base d'un audit qui sera réalisé par l'ANSSI ou plutôt des sociétés, on va dire, alors je ne veux pas dire de bêtises, labellisées, accréditées, qualifiées, enfin un de ces trois. Je dois en vendre dans un de ces trois. Et du coup, voilà, qui permettrait d'avoir un cyberscore sur un certain nombre d'applicatifs utilisables par le grand public, qui sont des systèmes de visioconférence, voilà, un certain nombre d'objets. Donc c'est complémentaire quelque part au Secnum Cloud, qui a vocation là à donner une certaine garantie en tant qu'entreprise. Si je veux héberger mes données, moi préférentiellement, je préfère les mettre dans du Secnum Cloud qui a été validé et qui est sécurisé. Oui, justement, de la théorie à la pratique, vous dites
des opérateurs cloud qui seraient soumis à l'extraterritorialité. Aujourd'hui, force est de constater que le choix de cloud français ou européen, il est quand même particulièrement réduit, et que même les opérateurs téléphoniques qui ont essayé de lancer des clouds dits souverains le faisaient à base de technologies ou de vendors étrangers. Et quand un grand opérateur français ou espagnol construit un cloud souverain sous l'égide de Huawei, est-ce que c'est pas encore pire qu'un cloud souverain soumis à notre forme d'extraterritorialité, ce coup-ci revendiqué? Et quelles sont les solutions justement pour dépasser ces contraintes d'extraterritorialité? Qu'est-ce que vous préconisez pour pouvoir utiliser un Google, un Amazon, un Alibaba ou un Sputnik sans se retrouver dans le piège de l'extraterritorialité? Je ne vais pas prendre la parole à la place de l'État français, mais en tant que représentant d'utilisateurs, en fait, je pense que cette notion de souveraineté, en fait, le terme de souveraineté biaise un peu beaucoup de débats, parce que finalement, on met tout et n'importe quoi dans la notion de souveraineté. Il y a 66 millions de Français, il y a des centaines de milliers, des millions d'entreprises en France. L'objectif n'est pas que toutes les entreprises françaises hébergent leurs données, très probablement, dans ce que vous appelez un cloud souverain. Il y a des entreprises qui ont des caractères très critiques, tels que ça a été évoqué, des institutions, des collectivités. La notion de cloud souverain, ou de cette notion de souveraineté ou de maîtrise de l'offre de services par des opérateurs français, voire même européens, parce qu'on est quand même dans une dimension européenne, a pour vocation à cibler ses clients de façon un peu privilégiée. Je pense que la logique du cloud souverain n'est pas aujourd'hui dans l'esprit de ceux qui sont en train d'essayer de le construire, et les tentatives que vous avez évoquées ont peut-être échoué à cause de ça. L'objectif, c'est pas de faire en sorte que l'ensemble des entreprises et des Français hébergent leurs données dans un cloud ou dans une offre de service qui soit entre guillemets dite souveraine, et encore une fois, il faut le définir, mais c'est de pouvoir apporter des éléments de sécurité complémentaires à des offres de services qui existent déjà. Donc concrètement, il y a des gens qui continueront d'utiliser du Microsoft 365, du G Suite, etc. Moi, je ne suis pas un chantre de ces solutions. Je constate juste que mes adhérents aujourd'hui ont des demandes pour aller vers des clouds qui sont effectivement, comme vous l'évoquez, souverains, où en fait on va sanctuariser leurs données parce qu'ils ont des réglementations, ils ont des contraintes de propriété intellectuelle, etc. Et c'est tout à fait légitime. Et il faut qu'on ait une réponse, effectivement, qui soit, je dirais, immunisée contre toute tentative extraterritoriale, qu'elle soit juridique ou technique, pour répondre à des cyberattaques. Mais de toute façon, l'ensemble de la population et des entreprises, les PME, les TPE, etc., il ne faut pas se leurrer. On sera obligé de continuer d'utiliser les solutions telles que vous les utilisez aujourd'hui, parce qu'elles sont très fonctionnelles. Je vais dire, malheureusement, elles sont très faciles à utiliser, elles ne coûtent pas cher, et c'est quand même aujourd'hui le nerf de la guerre dans l'entreprise. La transformation numérique dont on a parlé ce matin, elle est quand même liée aussi, et non seulement à l'usage, mais à la facilité d'accès à ces outils tels que les gens le pratiquent aujourd'hui au quotidien. Par contre, en revanche, ce qui nous intéresse, et notre bataille aujourd'hui, et c'est notre bataille surtout les industriels qui y a aujourd'hui ici, et les nouveaux industriels qui doivent se positionner, c'est d'apporter des solutions complémentaires. On a Thales qui est présent ici, d'apporter des solutions complémentaires qui vont permettre aux entreprises de taille plus petites ou celles qui n'ont pas ces contraintes réglementaires et qui ne vont pas s'en mettre. Faut dire ce qui est les choses telles qu'elles sont. Moi, je travaille dans des environnements très contraints avec de la réglementation. Ça reste une contrainte, hein. Faut quand même se l'avouer au quotidien. Mais il faut apporter des solutions pour que les entreprises aillent vers le cloud, ceux que vous connaissez, américains, chinois, et n'ayons pas peur des mots, mais qui puissent y aller en confiance et en conscience de ce qu'ils font. C'est aujourd'hui la posture qu'il faut avoir. Il ne faut pas qu'on brandisse le mot souverain à longueur de temps, parce que en fait, ça ne veut absolument rien dire aujourd'hui. Enfin, de mon point de vue, en tant qu'occlusif, je trouve que ça ne veut rien dire, ça dévoie le discours, et on va dans un cul-de-sac, parce qu'on n'ira pas tous vers ce type de solution. Enfin, ça, c'est ma posture en tant que président inclusif. Après, je laisserai le représentant de l'État se positionner. On peut ne pas être d'accord, hein. Pour conclure, Kevin ? Ouais, en tout cas, je note quand tu me dis j'ai une petite incise à faire, je note ce que ça veut dire pour la prochaine. Alors, oui, merci pour ces éléments. Maintenant, sur une position un peu plus Annecy, juste garder déjà un point à l'esprit, c'est qu'effectivement, les enjeux sont différents pour chaque entreprise, chaque collectivité, chaque opérateur. Il y a quand même une réglementation qui s'impose à tous, qui n'est qu'un tout petit bout du sujet dont on est en train de parler, mais qui est le RGPD. Et qui donc parle quand même de protection des données personnelles des citoyens européens. Et là, pour le coup, c'est un enjeu qui s'impose à absolument toute entreprise qui manipule des données, notamment de citoyens européens. Sur ce que vous avez dit,
Il y a un constat qui est de toute façon évidemment partagé, c'est qu'aujourd'hui, l'offre est en train de se construire, pour le dire gentiment. On n'existait pas il n'y a pas longtemps, pour le dire un peu plus crûment. Mais c'est justement à ça que servent notamment des labellisations et des exigences qui, quelque part, impulsent, catalysent, dynamisent l'offre. Après, là où je te rejoins tout à fait, c'est sur le sujet de la souveraineté qui peut avoir plusieurs sens. Et l'ANSSI a fait un choix pragmatique qu'elle assume totalement, le directeur général l'a redit encore récemment, qui est de dire qu'on est moins à ce stade sur la souveraineté technologique, qui est un souhait éminemment positif, mais qui reste un souhait à ce stade, et qu'on est plus sur la souveraineté des données, ce qui est un peu différent. Et donc, effectivement, à ce stade, des options qui utiliseraient des technologies qui ne sont pas encore souveraines au sens qu'on peut essayer de l'entendre tous ensemble, mais qui permettraient de garder souveraines les données et donc notamment de les protéger en termes d'extraterritorialité ou des choses comme ça, on est déjà sur un grand pas en avant et c'est aujourd'hui la position assumée de l'ANSSI que de catalyser, d'encourager ça. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a envie de voir apparaître des offres encore plus nombreuses qui répondraient totalement aux critères, y compris de souveraineté technologique. Ça ne se fera pas en 3 jours, ça ne s'est pas fait sur les 3 dernières années non plus, mais ça avance, ça existe, ça n'existait pas avant. Et ça, c'est ce que l'on observe, et je pense que ça va continuer d'exister. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les effets, notamment de France Relance, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, il y a eu quand même 65 millions d'euros qui ont été consacrés à la cybersécurité des collectivités territoriales, avec plus de 500 collectivités territoriales notamment qui en ont bénéficié. Non, collectivités territoriales, 500. Après, c'est les établissements de santé, c'est des choses comme ça. On a effectivement aujourd'hui des éléments qui catalysent, accélèrent le marché français ou européen en termes de solutions. Et ça va aussi aller dans le bon sens. Donc oui, il y a encore du chemin. Oui, aujourd'hui, le passage du théorique au concret peut encore mettre de belles égratignures autour des bras et ailleurs. Néanmoins, c'est en train de naître. Et en tout cas, on privilégie à ce stade la souveraineté des données plutôt que la souveraineté technologique, même si on a bien sûr envie de tendre vers là également. Eh bien, sur ce mot de la fin, merci Kevin. Messieurs, je vous remercie de votre participation à cette courte table ronde, mine de rien. Ça passait très vite sur le panorama de la cybersécurité. Merci messieurs. Merci pour cette participation et je vais inviter la table suivante à prendre place. Et oui, on est juste dans le timing, vous voyez.